Merci d'être venu. On a des fidèles, donc c'est formidable. Merci d'être venu pour cette conférence qui sera la 10e. Alors pour nous, c'est quand même un peu particulier. Quand nous avons voulu faire une réunion de cette nature, tout le monde nous a dit que c'était une gageure qu'on ne tiendrait pas. Nous en avons fait une dans laquelle il y avait une foule qui pensait que c'était un show de Johnny Hallyday, donc il y avait même des chants dehors. Bon, ça faisait un peu too much, et puis on est revenu progressivement à des réunions avec des gens concernés. Et là, c'est la 10e quand même. Donc pour nous, c'est sympa. C'est la 10e et c'est aussi la dernière manifestation que nous faisons dans le cadre de la convention de partenariat que nous avons signée, ça fait maintenant 3 ans, avec la future ex-collectivité régionale, puisque ce partenariat arrive à échéance le 31 décembre. Nous avions prévu de ne pas signer de partenariat. Alors à l'époque où une victoire de certains au premier tour était encore annoncée, on avait prévu de ne pas signer de convention pour 2016, chacun ayant suffisamment de choses à faire. Donc de toute façon, les choses se poursuivront. Il n'y aura pas de convention pour 2016 et puis après, on verra. En tout cas, ce soir, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné de 2 maîtres S-Finance d'entreprise. Je ne vous présente pas Victor Robert Nugent, directeur l'IEDOM, et je vais peut-être vous représenter ou le laisser se représenter lui-même, Jérôme Poton, qui est notre partenaire privilégié du pôle Axel de la Banque de France, grâce à qui nous sommes réunis ici, qui avait fait déjà une étude qui avait marqué les esprits en bien et en moins bien, pour rester sur une note d'humour l'année dernière à pareille heure, que nous avions présenté il y a tout juste un an, oui, voilà. Voilà, exactement, donc à un point près dans la date. Et nous étions à l'hôtel Batelière à l'époque. Les circonstances voulaient que nous marquions ce 10e anniversaire par une conférence à la région. Il se trouve que vous avez tous suivi les informations depuis dimanche et nous avons été poliment, avec des guillemets, priés d'aller nous faire voir ailleurs. Donc on se fait voir ici. Mais ce sera tout aussi sympathique, sinon davantage. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Jérôme, qui va se représenter, et puis ensuite, on s'arrange pour... voilà. Bien, bonjour à tous, et merci beaucoup de m'avoir permis de revenir. J'en suis absolument ravi. Je vais vous présenter les résultats des travaux que nous avons réalisés pour l'INSEP, en partenariat avec l'IEDOM. Je vais peut-être tout de suite laisser le micro quelques instants à Victor pour rappeler son rôle et quelques précisions locales. Alors juste un petit mot, Georges, j'étais à la première conférence. Aujourd'hui c'est la 10e, j'espère que c'est pas la dernière. Sinon elle serait fortement symbolique. Alors... Bon, c'est quelqu'un, je vous demande en fait une attention toute particulière à ce qu'il dit, parce que non seulement il nous souhaite de continuer, mais il fait preuve d'un courage extraordinaire, parce que je crois qu'on peut dire que tu t'en es pris plein la gueule lors de la première. Pour ceux qui étaient là, ils s'en souviennent. L'INSEE et l'IEDOM se sont fait allumer, en particulier par l'IEDOM, mais finalement on survit. On s'entend bien. La force de l'IEDOM, c'est son indépendance. Voilà. Son indépendance, et on affirme à tout moment notre indépendance. Voilà. Ça, c'est essentiel chez nous. Alors bon, bienvenue Jérôme. Donc l'année dernière, effectivement, à un jour près, Jérôme avait présenté une étude très intéressante. Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de commentaires de la presse. Et personnellement, à plusieurs reprises, j'ai dû intervenir pour expliquer que c'était une commande particulière qui avait été faite par l'INSEP, etc., etc. Bon, puis après tout, je n'en suis pas mort, malgré toutes les critiques qu'il y a eu par la suite. Alors, cette étude qui va être présentée est basée sur des données, bien sûr, qui ont été recueilles sur la base FIBEN. Alors, à l'intention des entreprises, vous connaissez notre base FIBEN, qui nous permet donc d'assurer la cotation des entreprises. Quelle entreprise, là, n'est pas cotée auprès de l'IEDOM Banque de France? En principe, toutes les entreprises sérieuses ont une cotation. Toute entreprise sérieuse a une cotation Banque de France. Bon. Les dirigeants le sont aussi.
Alors, c'est quoi la cotation d'entreprise? La cotation d'entreprise signifie que l'entreprise a un horizon à moyen terme et en mesure de respecter ses engagements. Ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs, ses engagements vis-à-vis de sa banque. Et donc, c'est quand même un élément extrêmement important. Bon, vous connaissez tous le système. C'est une note qui va de la plus belle, le 3++, jusqu'au P lorsque l'entreprise est en difficulté. Mais je crois qu'il est très important pour une entreprise d'être cotée. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des questions à poser sur votre cotation, n'hésitez pas à venir nous voir. On est là pour vous expliquer le pourquoi du comment d'une cotation. Si c'est un 3++, bon, dans ces cas-là, on ne vient pas nous voir. Mais si c'est un 5++, si c'est un 6, bon, vous pouvez toujours venir nous voir. On vous expliquera qu'il y a eu des incidents de paiement, des incidents sur effet, qu'il y a eu, par exemple, une baisse de la rentabilité. Si c'est un groupe, on peut vous expliquer pourquoi il y a une contamination de telle entreprise, etc., etc. On est là pour ça. Et puis, autre élément important, bien entendu, notre cotation est réalisée avec la même méthodologie que celle de la Banque de France. Une cotation qui est réalisée en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, n'importe où, c'est la même cotation. On a un référentiel Banque de France et la cotation se fait dans les fichiers, dans le FIBEN, qui est un fichier de la Banque de France, le fichier bancaire des entreprises. Donc, même méthodologie, on a un code de bonne conduite et surtout, ce qui est très important en Martinique, les agents de l'IEDOM sont soumis au secret professionnel et nous pouvons être sanctionnés par le code pénal si nous ne respectons pas ce secret professionnel. Alors, c'est extrêmement important. Moi, j'assiste très souvent avec mon équipe des entreprises à des entretiens de cotation. Sur des grands groupes, je suis toujours présent. Et je peux vous dire qu'il y a des entretiens qui sont extrêmement intéressants. On nous ouvre les livres, tout simplement parce que les chefs d'entreprise savent que nous sommes tenus au secret professionnel et que nous avons un code de bonne conduite. C'est extrêmement important. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne seraient pas cotés, n'hésitez pas à nous adresser vos bilans ou à venir nous voir. On vous expliquera comment ça se passe. Voilà. Les collectivités sont cotées par l'AFD, puisque l'AFD intervient dans le financement des collectivités. Alors, il faut savoir quel est le pourquoi de la cotation d'entreprise. On est dans le cadre de l'eurosystème et les entreprises qui ont une très bonne cote, 3++, et à un certain moment 4++, peuvent être, enfin, ces créances peuvent être refinancées auprès du système européen de banque centrale. Et donc, ça peut être intéressant pour une banque de se faire refinancer. Bon, sur la Martinique, c'est pas le cas. Mais au niveau métropolitain, les banques se font refinancer les bonnes créances. Voilà. Et puis, bon, pour un fournisseur qui sait que son client est coté 3++, je peux vous dire que vous n'aurez pas de mal à ce qu'on vous envoie de la marchandise de n'importe quel coin de la métropole. Vous êtes coté 3++, alors vous donnez toutes les garanties. Voilà. On ne le dit pas aux fournisseurs. Oui, non, mais nous, de toute façon, la cotation n'est pas communiquée à qui que ce soit. Il n'y a que l'entreprise qui a connaissance de sa cotation et qui, bien entendu, communique sa cotation à ses fournisseurs, à sa banque. Voilà. Nous sommes extrêmement vigilants sur l'aspect confidentiel de la cotation. Très bien. Je pense que Victor, Robert et moi, on va s'asseoir tranquillement et puis on va faire travailler. On est sur On déjà. Donc on va laisser Jérôme travailler. Je ne résiste pas à me faire plaisir. À propos de la cotation, j'ai eu quelques années dans ma carrière et il se trouve qu'en 2007-2008, j'étais dans les systèmes informatiques des marchés financiers à la Banque de France. Je peux vous assurer que au plus fort de la crise financière 2007-2008 et jusque tout début 2009, la cotation, les banquiers, ils ramassaient tout. Ils amenaient tout à la Banque de France. Et y compris, on a même fait, ne le répétez pas, on a même été un peu plus souple que nos propres règlements. Et je peux vous assurer qu'il y a des jours où le système financier n'a pas été loin de... Ça n'aurait pas cassé parce que les banques centrales étaient là, il n'y avait pas de problème. Mais il y a eu des moments très tendus. D'où l'intérêt d'avoir ce suivi. Et c'est parce qu'il y a la régularité du suivi et des êtres humains qui font de la cotation, on est ceux dans le monde qui passons le plus d'énergie humaine. Dans d'autres pays, ce sont des systèmes experts, c'est très bien. Mais le jour où il faut faire la différence, je peux vous assurer qu'il n'y a qu'en connaissant les entreprises, en
rencontrant des chefs d'entreprise, donc on est capable de les coter, en visitant une entreprise, on nous expliquait comment ça marche. Là, quand on ressort de la visite, on comprend mieux pourquoi, et puis bien sûr, on va coter au vu de documentation comptable, mais de temps en temps, il y a un moment où il faut faire le choix entre plus et plus. Et bien, c'est ça qui va faire la différence. C'est vraiment essentiel, et ça nous permet, nous, d'avoir la relation qu'on a avec chacun d'entre vous, outre le fait qu'elle est passionnante, elle est enrichissante, elle a aussi une vertu statistique, elle nous permet justement d'abord de faire des études, de mieux connaître et mieux comprendre le tissu économique, et de réviser les modèles de cotation. N'oubliez pas, on est avant tout banquier, nous sommes banquiers des banquiers, donc la confiance c'est vraiment essentiel, et hélas on ne prête que sur garantie, on ne prête qu'aux riches. Donc la garantie de votre banquier c'est votre signature. Donc le banquier qui vient à la Banque de France, il sera dans une situation beaucoup plus confortable avec des beaux bilans comme les vôtres. Ça n'empêche pas le banquier de faire son boulot et de prendre aussi des risques avec des entreprises qui connaissent des difficultés. On va en voir quelques-unes dans ce diaporama. Enfin, on ne verra pas les entreprises, hein, mais on va bien voir qu'il y a des secteurs, il y a des endroits, il y a des années où certains d'entre vous ont dû avoir chaud. Voilà là-dessus. L'autre point que je voulais relever, alors je vais employer un mot malheureux, donc je ne vais pas parler d'autonomie, mais de neutralité de notre travail. On est au service de personnes, on est là pour mettre à disposition l'information qu'on agrège, la diffuser, essayer de l'expliquer. Après, elle veut dire ce qu'elle veut dire dans un contexte. Donc, je l'ai déjà fait abondamment l'année dernière. On reprendra, hélas, de temps en temps des éléments méthodologiques. Que bien sûr, quand on parle d'analyse financière dans ce support-là, ce sont des entreprises pour lesquelles on dispose de la documentation comptable et de la documentation comptable sur un nombre d'années suffisant. Si on a le bilan qu'un an sur deux, on ne peut pas parler d'évolution. Enfin, on ne sait pas de quoi on parle. Donc, merci encore de donner nos bilans. Dernier petit mot, j'ai oublié sur la cotation. Victor a pas de chance parce que au niveau national, les règles de cotation n'arrêtent pas d'être durcies. Depuis 2008, elles ont été durcies partout en France. Donc, d'ailleurs, on ne vous montrera pas d'évolution de la cotation parce que dans toutes les régions, le poids des codes 5 et 6 augmente. C'est pas que les entreprises vont plus mal, c'est que précisément, en cas de future crise financière, il n'y a aucune raison, hein, ne vous inquiétez pas, mais on est effectivement plus exigeant pour vraiment que les entreprises, quand vous êtes coté 3, 4, tous les segments de la cotation 4, c'est du refinançable, donc c'est du bon bilan, il n'y a pas d'inquiétude particulière sur la pérennité de l'entreprise. Arrivé à 5, il y a un peu plus d'inquiétude. Et puis après, Victor vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. On commence, et je prends l'instrument. Hop. Donc, j'ai déjà presque tout dit. Alors oui, j'ai pas compris la question, mais j'ai peut-être. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Je vais vous proposer. Alors, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez quand même poser des questions, mais vous verrez, il y a certaines pages qui font référence à des annexes. Pour éviter d'être trop lourd, on ne les passera pas dans le corps de la présentation, sauf demande forte. Et en revanche, à la fin, on pourra y revenir pour détailler, parce qu'effectivement, parfois, on va regarder si le bâtiment va mieux ou moins bien, si c'est ça qui fait monter ou baisser les chiffres. Donc, encore une fois, notre mission, moi je suis vraiment à la marge de la Banque centrale, c'est le travail que je fais là, c'est pas vraiment le travail d'une banque centrale, mais on a cette base d'informations, encore une fois, ces informations-là, elles sont vraiment qualifiées, c'est-à-dire qu'il y a un travail humain pour vérifier, y compris pour demander parfois aux chefs d'entreprise, dans le bilan, il n'y a pas le montant à l'export, est-ce que vous pouvez nous le donner? C'est pas un chiffre qui est obligatoire dans la remise des feuillets fiscaux à l'administration fiscale, donc c'est pas toujours fait. Donc c'est pas le chiffre sur lequel il n'est pas là-dedans. C'est pas le chiffre sur lequel on sait qu'on est les plus fiables, mais quand on peut fiabiliser ce gisement de données, on le fait.
Et ce qui est malheureux, c'est d'avoir tant d'informations et finalement de la mettre assez peu à disposition des tiers. Donc l'IMCEP nous a fait part de son besoin d'avoir de l'information. Donc on est là pour ça, on a réfléchi, on a bâti un programme d'études. Voici donc le premier lot, et qui est la réédition du travail qui a été fait l'année dernière. Il y a deux grandes parties, une vue d'ensemble, et là donc c'est toutes les sociétés commerciales avec leurs dirigeants. Donc société commerciale, vous ne trouverez pas, et puis il y a... Oh, ça y est, j'ai trop parlé. Il y a on recense pas systématiquement les entreprises du secteur agricole. On va les recenser que s'il y a des déclarations de risque, excusez-moi, je jargonne, de concours bancaires par les banques. Donc on a quand même pas toutes les entreprises, et là, pareil, on aura très peu d'affaires personnelles. Mais toutes celles pour lesquelles il y a des emprunts bancaires, on les a. Et ici, dans la partie analyse financière au sens analyse des bilans, compte de résultats et bilan, là, on est sur une population d'entreprises de taille qu'on va appeler poliment significative, c'est-à-dire qui font plus de 750 000 € de chiffre d'affaires. Ce seuil n'a jamais été relevé depuis que la base FIBEN existe, donc depuis la fin des années 70. J'y viens après, je détaillerai après. Et puis donc, on exclut les entreprises du secteur pétrolier, raffineries et distributeurs de pétrole, de produits pétroliers. Voilà. Alors, donc la première partie, vous retrouvez la même chose, donc c'est l'ensemble de l'activité, donc tissu économique, établissement, entreprise, dirigeants, ancienneté des entreprises, des choses comme ça. Et après, on détaille la rentabilité, les facteurs de production, les investissements et les fonds propres. Alors pour commencer, ce sera la seule page qui n'est pas source Banque de France. Ici c'est source INSEE, donc les données les plus récentes que l'on ait s'arrêtent à 2012. J'ai oublié de le signaler tout à l'heure. L'année dernière, quand nous nous sommes vus, l'étude portait sur la période 2008-2012. Cette année, on est exactement 364 jours avant, enfin plus tard, on a gagné une année de plus, c'est-à-dire on va jusqu'à la remise des comptes fin 2014. Donc votre bilan au 31/12/2014, il est là-dedans. On a pu voilà, maintenant on peut pas faire plus frais, il faut attendre un an, mais donc là maintenant vous avez le droit aux études en primeur. Donc là ici, source INSEE pour avoir les établissements. Donc on a les sièges d'entreprise et les établissements secondaires. Quand on étudie, nous, les bilans des entreprises, on a le siège avec tous ces établissements. Mais là, on compte tout. Oui. Oui, oui. Alors, société en nom collectif, très très peu. Donc ici, vous en aurez. Ici, vous en aurez. Oui, ici vous les avez. Dans la démographie, vous les avez, mais dans les bilans, vous les aurez pas. Tout à fait. Oui. Et alors, je suis pas assez expert des économies régionales parce que on n'a jamais étudié toutes les régions de France et j'ai pas creusé la chose. Mais chez vous, il y a un peu plus de sociétés civiles, il y a un peu plus de sociétés de cette nature-là. Pardon ? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Enfin, aujourd'hui, je peux pas le dire parce que j'ai pas étudié la chose, mais intuitivement, bien sûr. Je n'ai rien dit. Oui. Là, c'est vraiment le stock. Là, c'est la variation. Oui, c'est la variation sur le stock. Oui, pardon. Et donc, ce qui est à retenir, mais je vous apprends rien, sont les services qui portent les créations d'activités d'entreprise. Et on va le voir, le secteur du commerce, on le verra plus loin, que l'année 2012 a été une mauvaise année pour les activités commerciales. Et curieusement, ça se retrouve aussi en termes de création d'activités commerciales. Et ce qui est un petit peu décevant, c'est que les entreprises industrielles, qui vont plutôt pas mal, les créations sont faibles. Donc, création d'entreprise,
un volume, et ici, un rapport entre le nombre de créations sur le nombre de défaillances. Alors attention, c'est le seul ratio où on parle de taux de renouvellement à la Banque de France. L'INSEE parle de taux de renouvellement, c'est sur stock, c'est création sur la population totale existante. C'est le seul ratio où on peut fabriquer de la confusion, j'en suis désolé. J'ai pas renoncé à mon vocabulaire maison. Voilà. Donc chez nous, Banque de France, le taux de renouvellement, c'est 7 créations d'entreprises. Ici, et du coup, on est vraiment entreprise, hein, société commerciale, société à capital, et donc pas d'affaires personnelles et pas d'auto-entrepreneurs. Donc 7 pour une défaillance. Là, en métropole hors Île-de-France, on est à 3. Ça, c'est vraiment un chiffre marquant. Et c'est récurrent, on passe de 5 à 7, c'est pas anecdotique. Les créations, bien sûr, c'est intéressant, mais s'il y a beaucoup de défaillances, c'est moins bien. Alors, il y a beaucoup de nuances sur ce slide. Je dois gêner en me mettant ici. Je vais regarder en face. Donc, les procédures judiciaires. Donc, le grand graphique, c'est l'ensemble, tout secteur d'activité confondu. Les années 2010, 2011, 2012, on est quand même post-crise 2009. Donc, il y a toujours un effet retard dans les difficultés d'entreprise par rapport au cycle économique. Donc, le pic de 2012 s'explique, j'ai envie de dire, conjoncturellement. Donc, la décrue depuis, j'imagine que vous aimeriez, et moi le premier, qu'elle soit plus forte. Elle n'est pas énorme, mais toujours est-il, ça va un peu mieux. Et l'information importante, c'est le secteur du bâtiment, qui était vraiment en forte crise en début de période, qui va mieux. Ça reste encore beaucoup, hein, 76 liquidations judiciaires sur un total de 317, par rapport au poids économique, au nombre d'entreprises du bâtiment dans l'économie martiniquaise, c'est beaucoup, mais c'est moins pire. Et Pardon ? Oui, mais en revanche, Dieu merci, des dirigeants et des entreprises se recréent, même après une liquidation. Bon, il y a des scissions, enfin, Dieu merci, il y a des choses qui repartent. La branche qui va moins bien, du coup, c'est le commerce. C'est la branche où les disparitions d'entreprises sont dans l'autre sens que celle du bâtiment. Enfin, pas à ce point, hein, mais... Alors, après, deuxième, moi vu de Paris, deuxième spécificité et pour le moment un atout, avec une nuance comme toujours à apporter, c'est la jeunesse des entreprises. Alors, donc, couleur, oui, de toute façon, la légende est suffisamment explicite. Donc les entreprises de moins de 3 ans, 29%, et des entreprises de 4 à 7 ans, un tiers. Et puis après, 15-14%. Par rapport aux autres régions françaises, ici, il y a une vraie... ces deux tranches du camembert sont vraiment importantes. Alors, c'est pas tant la taille de la première tranche, parce que malheureusement, partout, vous le savez bien, les entreprises, il y a une surmortalité des jeunes entreprises. Donc, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de vitalité ici. C'est-à-dire 4-7 ans, la Martinique est encore plus remarquable par le début de pérennité des entreprises qui ont été créées récemment. Ça, c'est étonnant. Et du coup, ça a pour le lire en négatif, ce graphique-là, moi je vous dirais, donc ici, là, les 15% qui sont de 8 à 11 ans, c'est à peu près le même chiffre qu'en métropole. Les 14% des plus âgés, 12-20 ans, c'est bien moins bien. C'est normal, le fromage, il n'est pas extensible, enfin, c'est du pourcentage. Donc, ce qui sera intéressant de mesurer, donc c'est déjà ce qui se passe. Hein, en 2 ans, il y a un petit glissement des très jeunes vers les un peu moins jeunes. Ce qui sera vraiment intéressant, c'est de voir si ça continue.
moi j'ai vu dans les chiffres, et j'ai oublié de poser à Victor ou à Georges une question, quand on regarde l'ancienneté des entreprises, il s'est passé quelque chose entre 70 et 75. Parce que les entreprises de plus de 40 ans, il y en avait très peu il y a 5 ans, il y en a pas mal, enfin pas beaucoup, mais il y en a. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et là je ne peux pas croire que ce soit de la défiscalisation. Parce que la défiscalisation, c'est de l'immobilier, c'est des... Voilà. Pardon? Oui, en plus, alors... mais là, je ne connais pas assez l'histoire pour vous dire. Oui. Ah, ça, j'en suis ravi. Mais voilà, en fait, c'est ça. Il y a 5 ans, des entreprises de plus de 40 ans, enfin si, j'avais quand même pas assez de doigts sur ma main, mais il y en avait. Mais là, en 2014, il y en a beaucoup plus. C'est net. Je peux pas vous donner les chiffres, mais ça double. C'est pas des gros chiffres, hein. Donc ça fait pas l'économie martiniquaise, hein. Mais peut-être, oui. D'accord. Alors après, il faudrait ça, alors, pour Georges Parra, on n'aura pas une taille d'échantillon suffisante pour pouvoir faire une étude, mais c'est peut-être une piste très intéressante. Ouais. Ouais. Oui, ah oui. Je ne l'ai pas dit en entrée, de toute façon on va le voir un peu plus loin justement par rapport au concept d'entreprise significative. C'est sûr, on a des échantillons qui ne couvrent pas toute la population d'entreprise, mais quand on s'intéresse aux plus grosses, elles sont donneurs d'ordre, elles font l'économie locale, elles créent des emplois induits. Donc peut-être que la SARA a eu des effets comme ça, oui. Ou ça a été un signal politique, je ne sais pas. Alors, en revanche, on était content de la jeunesse des entreprises, on est un peu moins content ou un peu plus inquiet de l'âge des dirigeants. Donc, de l'ancienneté, c'est de l'expérience, c'est très très bien, mais 60-69 ans, 22% des dirigeants ont de 60 à 69 ans, et pratiquement 8% ont plus de 70 ans. Derrière, en rose, c'est les chiffres de la moyenne nationale, sans l'Île-de-France. Et sur ces deux tranches-là, on est du simple au double. Et en 2 ans, le poids, enfin le vieillissement, c'est confirmé. Donc là, autant souvent mes collègues, quand ils arrivent à des 17%, ils disent qu'il y a une problématique de renouvellement de la population de dirigeants, je les tempère. Là, vous êtes à 30% sur donc les deux tranches d'âge 60, enfin plus de 60 ans, quoi. C'est vraiment significatif, alors même qu'en démographie pure, natalité, enfin démographie, entre la Martinique et la métropole, il n'y a quasiment pas de différence. Il y a moins d'1 point de pourcentage d'écart. Donc c'est pas une pyramide des âges locale. Pardon? Non? Mais... Ah oui. Eh bien, je ne me souviens plus des chiffres là, mais je vous les avais, peut-être pas vous, je les avais donnés à Victor. L'INSEE en démographie, population, pas entreprise, population, comme ils n'ont pas les mêmes tranches d'âge que nous, il faut compter à partir de 55 ans, et vous êtes 1 point plus jeune que la métropole, dans les plus de 55 ans. Jusqu'à 100 et quelques années. Donc c'est pas la démographie qui fait la chose. Alors, on a fini notre tour d'horizon toutes entreprises petites et grandes, donc pour lesquelles on collecte les données comptables et toutes les autres. Et donc là, malheureusement, de collecter les données comptables, donc à partir d'un chiffre d'affaires de 750 000 €, ça écrème énormément l'échantillon. Il ne reste plus que l'équivalent, ça ne correspond qu'à un peu plus de 20 000 emplois salariés. Par rapport, alors on vous donne tout, là, on a joué la transparence, surtout pour vous montrer un petit biais statistique dans la couverture.
Donc on a 32% de taux de couverture global, ce qui statistiquement est vraiment très bien, enfin pose aucun problème. En revanche, on a une distorsion sur le commerce qui est surreprésentée dans notre échantillon, parce que notre échantillon couvre 50% des effectifs du commerce. C'est normal qu'un échantillon avec un seuil de collecte chiffre d'affaires surreprésente le commerce. Hein, c'est beaucoup plus facile de d'atteindre 1 million de chiffre d'affaires, surtout avec du commerce de gros comme ici, mais sur d'autres études, on n'est jamais à plus de 45% quand on est sur des chiffres comme ça. Donc il y a un petit biais de surreprésentation commerce. Il y a une bonne part d'industrie, mais ça c'est normal. Et puis bâtiments et services sont sous-représentés, mais c'est toujours comme ça dans nos études. Non, là c'est les vrais. Non, ça c'est l'emploi salarié. Emploi salarié, voilà. 20 000 emplois salariés contre 64 000. Oui, puis là, oui, j'ai dit à cause tout à l'heure, excusez-moi, c'est Pôle emploi. C'est normalement la même chose. Donc effectif salarié, hors administration publique et hors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, services financiers, enfin banque et compagnie d'assurance. Les courtiers d'assurance sont dans l'échantillon, mais les compagnies, AXA, Groupama, n'y sont pas. Voilà. Et je ne pense pas que le siège d'AXA soit chez vous, donc c'est l'effectif salarié. Oui. Jérôme, juste une précision en fait. Là, les effectifs qui sont là, c'est ce que l'INSEE appelle l'emploi marchand. Oui. Et en fait, ce sont les effectifs ACOS. Les effectifs salariés sont relevés par l'ACOS. Nous, on les publie en totalité. Vous les avez justement dans l'aide de l'INSEP que je vous ai distribué. Et là, à périmètre égal, pour les mêmes activités, on a les effectifs Axel qui sont les effectifs considérés dans l'échantillon. Et à côté, ce qui est marqué effectif Pôle emploi, en fait, ce sont les effectifs ACOS pour la Martinique, correspondant à l'ensemble des entreprises des secteurs qui sont marqués là. Voilà. Et avec la même définition sectorielle, parce que l'INSEE, par exemple, le transport routier de marchandises ne va pas le mettre au même endroit. Donc là, nous, il se trouve qu'avec la COS, on classe de la même façon. Donc, oui. Alors, on va y aller. Oui. Donc là, c'est un nombre d'entreprises. Alors ici, c'est 0,01. Parce que, en fait, d'entreprises, oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est 0,9, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises sans salariés. C'est quelle couleur? Oui. Bien sûr. Si l'avis était bien fait, il n'y aurait pas d'entreprise à zéro. Mais on a toujours ce genre d'anomalie dans nos bases. Puis c'est la définition INSEE. De toute façon, c'est 0 à 9. Donc, ça devrait être à 9. Mais il y a des entreprises qui ne salarient pas y compris leurs propres dirigeants. Et c'est une entreprise, particulièrement dans justement les fameuses SNC et autres sociétés de ce type-là. Donc il y a 0 salarié. Oui. Alors, pas pour les SNC, je ne connais pas très bien, mais une société civile, par exemple, qui a simplement qui a été pour faire une construction ou pour acheter un bien, si elle loue son bien à une entreprise commerciale, eh ben, elle fait de la valeur ajoutée, elle a une activité. Si c'est une SCI familiale, il n'y a pas d'activité, pas de problème, ça rentre pas dans le PIB, ça hop. Mais si c'est une SCI qui loue le bien à une entreprise commerciale, elle est qualifiée, et qu'elle est soumise à l'IS, bien sûr, pardon, elle est qualifiée de commerciale. Oui. Je ne me souviens pas des chiffres, mais il y a beaucoup, oui. Chez vous, il y a beaucoup. Oui. Victor, tu voulais... Non ? C'est bon. Donc là... Alors, ici, donc là, on est bien en nombre d'entreprises, mais réparties par tranche d'effectifs. Donc, on a presque 97% des entreprises martiniquaises qui emploient moins de 10 salariés. Et ces 97% font 12,8% de l'emploi. Ah oui, alors oui. Alors ici,
Ouais. Alors, ici, je me souviens plus si on a les SNC dans ce graphique-là. Je suis pas sûr. Je sais plus. Je sais plus si on a les SNC dans la base de ce graphique. Parce que là, normalement, on arrive justement à l'endroit où on toilette. On s'intéresse qu'aux entreprises avec bilan. Donc le bilan du SN, ben voilà, j'ai rien à en lire et j'ai rien à extraire. Donc moi, je le prends pas. Du coup, ben là, vous me faites douter maintenant. Mais enfin, de toute façon, en France entière, ce graphique-là, on est à 89-90%. Voilà. Et bien sûr, c'est ça qui fait la sous-représentativité. En France entière, on arrive à 60% souvent. Pas toujours, ça dépend des régions. Hein. Après, ça dépend des régions. Une chose qui est sûre, c'est que si on prend des entreprises avec des salariés, oui, la répartition par tranche indice strict à la décimale près est la même. Ah d'accord. Bon, donc il y a alors les bon bah voilà. Alors merci. Donc il y a les CNC là-dedans. Sache, oui. Oui. Oui, mais oui. Alors, je suis d'accord avec vous, mais là, on va utiliser nous des données statistiques qui sont classées par tranche. Donc, je ne sais pas combien il y en a à 4 salariés. Alors, on peut aller chercher dans les bases, mais là, ce graphique-là, cette donnée-là, est pas construite comme ça. Donc, en standard, en revanche, c'est des choses qu'on pourrait affiner. On avance. Alors, on arrive en vue d'ensemble de la croissance économique, donc j'insiste lourdement. On est ici à échantillon constant, 2 ans par 2 ans, c'est-à-dire, ça c'est 2 ans. Donc c'est la variation d'une année sur l'année précédente, avec les mêmes entreprises observées en 2009 et en 2008. Et ici, l'essentiel des mêmes entreprises, mais pas forcément strictement les mêmes, mais en revanche absolument les mêmes entre 2010 et 2009. Donc l'échantillon constant, donc ça permet de voir les entreprises qui étaient présentes la première année d'observation, ce qu'elles donnent la deuxième année. Donc ça a le défaut de ne pas prendre en compte l'effet des créations d'entreprises qui arrivent à l'intérieur d'une période ou des disparitions. Donc c'est pas une mesure absolue, mais aucune mesure n'est parfaite de toute façon. Ça permet de comparer ce qui est comparable à soi-même. Donc, étonnamment, la crise de 2009, d'autant qu'en Martinique, il y a eu des événements, enfin, le même impact qu'en métropole. La reprise de 2010, un peu moins bien. Un certain trou d'air en 2011. Comme ça, moi, je ne sais pas l'expliquer. Et puis ce trou d'air, il se rattrape pas. Parce que, donc, excusez-moi aussi, je ne peux pas présenter le graphique. Hein. Donc la Martinique, c'est les histogrammes en couleur prune, et puis donc la France, la métropole sans l'Île-de-France, en les points fuchsia. Donc il y a qu'arrivé en 2014 où le taux de croissance martiniquais est un peu supérieur. Oui ? Comme j'étais pas là au début, pourquoi à chaque fois vous retirez l'Île-de-France ? Alors oui, mais je ne l'ai pas dit, donc merci. Donc en Île-de-France, il y a beaucoup de structures. Alors il y a les sièges de Renault, Peugeot, de grandes multinationales qui font 50-80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Donc ça plombe. Enfin, ça pèse beaucoup dans l'échantillon. Ça biaise complètement l'échantillon. Quand on étudie l'Auvergne, on demande à notre client, c'est avec ou sans Michelin. Les chiffres n'ont rien à voir. Le département de la Loire, avec ou sans Casino, les chiffres n'ont rien à voir. Et c'est pas intéressant pour un conseil régional de parler de Michelin. Bien sûr que Michelin c'est une entreprise importante, mais l'emploi mondial de Michelin, il en reste en Auvergne, mais ils ont des usines partout dans le monde. Donc il y a même plus. Et puis le pouvoir de décision du pauvre conseil régional face à la famille Michelin, c'est pas évident. Donc, il y a la correction... Pardon. Bon, donc, il y a la correction de ce gros biais, et puis la correction aussi de l'importance des holdings, des structures financières, des coquilles vides, voilà.
Donc nous, on préfère, par définition, quand on regarde la France, c'est toujours sans l'Île-de-France. Donc ici, on a employé quelquefois des termes un peu différents. Je ferai de temps en temps des raccourcis, mais donc quand je vous donne un chiffre national, c'est la France. Alors je suis désolé, c'est DOM compris. Mais bon, je pense pas que ça change quand même beaucoup le chiffre national. Voilà. Hop. Donc on a vu une croissance avec pas le mouvement en 2012 qu'a connu le reste de la métropole. Sur les effectifs, on voit qu'on a un décalage. Ah oui, mais là, pardon, Là, ici, on est remonté sur 7 ans, alors que là, on est classiquement sur 5 ans. Donc il y a une bonne année de création d'effectifs, alors que c'est pas une super année de croissance. Mais il y a toujours un effet retard. Hein. Vous êtes chef d'entreprise, d'adapter son personnel, c'est pas facile. Pardon. On se contente de peu. Oui. Voilà. Oui. Oui. On n'est jamais satisfait, et surtout quand c'est négatif, je comprends bien. Alors, donc ça. Évidemment, hein, ça ne traite que des entreprises qui sont les 2 années. Donc, heureusement, il y a de la création d'activités par ailleurs tous les ans. Donc, le tissu économique martiniquais, quand même, globalement, y croît. Mais on voit bien que c'est. Puis, quand on regarde les chiffres du chômage en masse, on voit bien que c'est pas suffisant. C'est pareil en métropole. Hein. Alors maintenant, on rentre vraiment dans les comptes des entreprises. Donc, le taux de valeur ajoutée. Donc depuis 2010, on a une progression assez sensible, même si 2014 redescend un tout petit peu sur le pic de 2013. Mais donc que ce soit sur 7 ans ou sur 5 ans, votre capacité à générer de la valeur ajoutée, donc c'est pas un chiffre d'affaires, on oublie, la valeur ajoutée, elle est bonne. Enfin, il y a une amélioration de cet élément de structure dans vos comptes. Et ce qui est intéressant, même si peu importe la métropole, mais la métropole ne fait rien, alors votre situation s'est améliorée, et vous avez quasiment les mêmes chiffres que la métropole. Donc les arbres ne grimpent jamais jusqu'au ciel. Hein. Je vous souhaite que ça puisse continuer à monter, mais je ne sais pas jusqu'où. Alors, on a essayé de regarder pour comprendre ce qu'il pouvait y avoir comme raison intrinsèque à l'amélioration du taux de valeur ajoutée. Donc, il y a une gestion des achats du poids des achats de matières premières. Hein. C'est pas du négoce, hein, c'est bien les achats de matières premières à transformer. Donc, il y a une amélioration sur longue période malgré le pic de 2011. Et côté charge externe, on a une courbe qui est presque symétrique. Le pic, le trou, il est en 2011. Mais globalement, quand on fait la somme des deux, il n'y a pas de gain. C'est pas ça suffit pas à expliquer la progression du taux de valeur ajoutée. Donc, malheureusement, la seule explication, elle est dans la poursuite de la tertiarisation de l'économie martiniquaise, donc les emplois de service, qui sont généralement à un taux de valeur ajoutée plus élevé. Souvent moins capitalistique, donc ça permet de générer des taux de valeur ajoutée plus élevés. C'est un raccourci excessif parce qu'il y a beaucoup d'emplois de services qui sont aussi à très faible valeur ajoutée. Hein. Le nettoyage, des choses comme ça, c'est pas... Voilà. Toujours est-il, globalement, l'économie martiniquaise améliore sa capacité à créer de la valeur. Ça, c'est un très bon point et on va le décliner sur pratiquement tout le reste de l'étude. Je reviens. En revanche, hein, donc les charges externes, elles progressent un peu. On voit qu'il y a bien une capacité à les gérer, à les tenir, mais il y a une tendance à la progression des charges externes. Et là, il y a 2 éléments qui, eux, augmentent pas mal, et à peu près toutes branches confondues, enfin, quelles que soient les branches. Donc, le personnel intérimaire et la sous-traitance.
Et pour relativiser, hein, le personnel intérimaire, c'est pas non plus une fuite en avant. Ça pèse pas tant que ça. En revanche, il y a des branches d'activité dans lesquelles ça pèse beaucoup. Donc là, pour le coup, j'ai pas les moyens d'aller plus loin, mais quand on parle de confiance, de pérennité, enfin de confiance dans l'avenir, je crains fort que ces deux graphiques en rendent compte. Et quand on regarde par branche d'activité, quand on voit le bâtiment, ben ça va bien dans ce sens-là. C'est de cette explication. Alors qu'il y a de quoi avoir confiance. Ça, c'est moi depuis que je fais des études de ce type-là, c'est quand même un des plus beaux graphiques qui m'ait été donné de faire. Donc, en bleu, la productivité apparente du travail, définition comptable. Donc, c'est la valeur ajoutée ramenée au nombre de salariés. Et ici, malheureusement, salariés, c'est-à-dire sans les intérimaires. Mais on a vu les intérimaires dans le chiffre d'affaires, ils pèsent 1,3% et dans la valeur ajoutée, je sais plus, 2,9, ouais, voilà. Donc c'est pas... Pardon ? Oui. Mais même si on redressait, on l'a fait sur un coin de table, même si on redressait, ça change pas ces écarts et l'importance de ces écarts. Donc, le point vraiment positif et intéressant, c'est votre capacité à améliorer ce type de couverture des coûts. Le coût du travail est mieux couvert qu'il y a 5 ans. Je prétends pas que ça soit suffisant. Moi, je suis pas chef d'entreprise. Ici, on observe que, on a vu avant qu'il y avait un certain nombre de charges qui étaient gérées, qui étaient tenues, contenues, et on n'a pas toujours la main sur des approvisionnements, matières premières, des choses comme ça. Hein. On fait ce qu'on peut, on compense. On le voit avec les courbes qu'on a vues précédemment. Et ici, il y a une gestion de la masse salariale qui progresse, comme partout, mais une capacité à dégager de la valeur ajoutée, de la richesse, de créer de la richesse par l'entreprise qui progresse plus vite, et tous les ans. Oui, et puis, oui, mais voilà, enfin, c'est votre différentiel entre 13 et 9%. C'est pas énorme, mais la vie est faite de petits gains, les petits ruisseaux. Si vous voulez, on va dire que c'est très mauvais. Hein. Oui. Mmh. Oui. Oui. Ah ouais. Oui. Et on va les retrouver. On va les retrouver les 4 points. On va les retrouver. Ah oui. Mmh. Au moins la tendance est dans le bon sens. Encore une fois, je prétends pas que les niveaux soient satisfaisants. Puis ça, qui est satisfait de son salaire, qui est satisfait de son EBE, voilà. Alors, autre chose, je sais pas si je passe vite. Alors une autre lecture, hein, là c'était pour détailler chaque branche. Le bâtiment allait très mal, avec pour 1 euro de charge de personnel, seulement 1,1 euro de valeur ajoutée en 2010. Hein, et ça pouvait vraiment aller mal. Donc Dieu merci, le bâtiment va mieux. Voilà. Et puis l'industrie, tout le monde progresse, surtout industrie et bâtiment, et les services, eux, régressent un peu. Bon, à 1,8 euro, il n'y a pas lieu d'être inquiet, mais après, ça dépend du modèle économique des activités considérées. Oui. Mm-hmm. Alors, on doit l'avoir dans l'étude de l'année dernière. Mm-hmm. Oui, mais bien sûr. Oui. Mm-hmm. Alors,
Oui. Alors je me souviens plus des chiffres, mais c'est certainement ça. Et on va voir sur le bâtiment travaux publics. Alors donc au sens large, hein, bâtiment, travaux publics, gros œuvres, second œuvre. Mais Jérôme, c'était une des conclusions de l'année dernière où effectivement on s'est rendu compte que les entreprises bâtiment martiniquaises, de façon générale, avaient conservé leurs effectifs au détriment de leur marge, de leur valeur ajoutée. Donc il y a une remise à niveau là aujourd'hui. Et là on est bien d'accord. Des chiffres comme ça, c'est pas tenable. C'est évident, c'est pas tenable. Et donc ça va mieux. C'est de là à dire que c'est suffisant, non. Et puis on le voit sur des structures. D'abord, vous verrez là, c'est les structures. Ça, voilà. Oui. Et c'est pour ça que sur le bâtiment, il y a toujours. C'est là où il y a le plus d'accroissement du recours à la sous-traitance et au personnel intérimaire. Et côté investissement, on voit bien c'est pas encore ça. Et c'est un peu normal. Si vous ne pouvez pas dégager des ressources, comment investir après? Alors, donc là, alors un graphique, double échelle. Donc le taux de valeur ajoutée et le taux de marge brute, l'excédent brut d'exploitation sur la valeur ajoutée. Donc, dans l'ensemble des branches, donc il y a bien une amélioration et des deux facteurs, c'est-à-dire la hausse du taux de valeur ajoutée et la hausse de la rentabilité brute d'exploitation. Et alors pareil, le métropolitain que je suis, 8,5% de taux de marge brute d'exploitation, c'est beaucoup mieux que la métropole. Après, il y a des structures... Pardon ? Oui, puis là, oui, si vous voulez, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que, moi je vais le dire autrement dans les pages suivantes, c'est-à-dire que l'insularité génère des besoins capitalistiques, il faut plus d'équipements, plus de structures, donc il y a beaucoup plus, c'est des économies qui a plus à coût fixe. Ou à coût, surtout par exemple dans le tourisme, dans certaines activités, beaucoup de chiffres à une période de l'année, et puis pendant d'autres mois, beaucoup moins de chiffres. Donc il faut lisser, il faut avoir les moyens de tenir ce type d'économie cyclique, de faire des stocks plus importants, de subir parfois des délais de paiement plus longs, voilà. Donc c'est pour ça, nos études, on les fait toujours sur 5 ans, pour éviter de trop travailler en valeur absolue. Ce qui est intéressant, c'est de voir des tendances. Ça va mieux, ça va moins bien. Est-ce qu'il y a un modèle, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'on devient moins capitalistique, plus capitalistique? Est-ce que à plus forte intensité de main-d'œuvre ou pas? On voit parfois des choses, notamment dans les filières professionnelles. Quand on travaille sur des filières professionnelles, on voit des changements. On travaille beaucoup pour le transport routier de marchandises et il y a des mutations qu'on arrive à voir. Alors, justement, on va retrouver un décalage, la crise, donc le taux d'investissement a baissé. Il remonte en 2014, donc avec retard, ce qui, moi, me choque pas du tout. Par rapport à un référentiel de métropole, c'est pas trop mal, c'est même bien, pardon. Par rapport à un référentiel de métropole. En revanche, par rapport à un référentiel comme le vôtre, c'est-à-dire vu la nécessité justement d'être équipé, c'est manifestement pas suffisant. Voilà. Donc c'est mieux, mais je pense que c'est pas encore ça. On était en investissement brut global, c'est-à-dire tous les investissements, y compris financiers. Ici, vraiment, on est en équipement productif, donc par salarié, et donc l'équipement productif, c'est sans l'immobilier et les terrains. Donc ça ne représente pas magnifiquement une économie où il y a du tourisme. Donc c'est pas le meilleur indicateur qui soit. Puis alors chez vous, pardon, à la Martinique, le poids du logement social se voit vraiment dans les services. Donc on verra sur d'autres graphiques, il y a un poids d'immobilier. Le secteur des services à la Martinique est
beaucoup plus capitalistique qu'il ne l'est en général en France. Voilà. Donc là, c'est sans tout ça. Donc là, c'est vraiment du productif, un peu de type industriel. C'est toute branche d'activité confondue. Donc l'intérêt, c'est de voir, c'est qu'il y a de l'investissement réel. Il y a des moyens d'exploitation, enfin réel, excusez-moi, je dis des horreurs. C'est un immeuble, c'est réel. Je suis un vieux industriel, fils d'industriel, donc on se refait pas. Excusez-moi. Donc, même si tout à l'heure j'ai nuancé donc sur l'effort d'investissement, l'investissement, on le voit quand même, il est là. Il y a une base productive qui est entretenue. Et donc ramener aux salariés, vous voyez, on est capable quand même de prendre 10 000 euros dans l'année. Maintenant, sur 5 ans, on fait rien. Alors, voilà, donc j'ai un peu vendu la mèche tout à l'heure. Donc l'intensité capitalistique, enfin une façon de mesurer, de regarder l'intensité capitalistique, donc les immobilisations corporelles brutes sur la valeur ajoutée. Puis on pourra aller voir les taux d'obsolescence. Donc, on a un secteur du bâtiment, on sait qu'il a traversé une crise, donc il est toujours moins capitalistique. Et on le voit bien. C'est le recours, on le voit dans les comptes, le recours à la location de matériel est toujours plus importante. Donc, chez vous, à la Martinique, vraiment, c'est cette courbe des services qui est très au-dessus de ce qu'on voit en général en métropole. Mais voilà, il faut des équipements, il faut un aéroport, il faut des choses comme ça. Voilà. Et donc l'industrie est la branche qui vraiment, enfin, est la seule qui accroît son intensité capitalistique. Les autres, les autres ne font pas. On descend bilan, enfin le compte de résultat, et donc rentabilité des entreprises. Donc on a gagné quand même, on est passé 70% d'entreprises bénéficiaires à 78%. Donc ça, moi, vu de loin, c'est de bons chiffres, ça c'est une bonne ventilation. C'est rarissime de dépasser les 80%. Sur un secteur d'activité, une fédération professionnelle, ça peut arriver. Mais une fédération professionnelle, j'en ai vu à 45% de bénéficiaires. Et même en montant. J'en connais des professions dans lesquelles, une année, la somme de toutes les entreprises, c'est des pertes. Donc, c'est jamais suffisant. Mais c'est quand même pas mal. Et puis, ce qui est aussi intéressant, une autre façon de dire les choses, c'est les bénéfices rapportés au chiffre d'affaires. Donc 9%, c'est déjà bien, et puis 10,5%, c'est bien. Après, à nouveau, il faut nuancer, économie insulaire, il est indispensable, il est nécessaire de dégager plus de rentabilité pour entretenir l'équipement productif. Et les déficits, donc, et puis voilà, sur tout ça. Alors, les échelles sont peut-être amplifient un peu trop le phénomène, hein, mais et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'en 2014, du coup, la masse des déficits est en baisse sensible. Je vous souhaite que 2015 soit du même acabit. Alors, ici, donc, on revient un peu, enfin, en arrière, on redécoupe donc toute la formation de la richesse, et donc ici une définition un tout petit peu différente. Donc on va parler de richesse créée, c'est la valeur ajoutée, plus les résultats financiers, les résultats exceptionnels, et les reprises d'amortissement et provisions. Ça permet de mesurer les flux que l'entreprise a créés, et là, du coup, les charges de personnel ici, j'ai oublié de le préciser, du coup ici, elles intègrent l'intéressement, et elles intègrent le travail temporaire. Voilà. Comme le travail temporaire, vous ne l'avez pas dans les mêmes postes, il faut aussi voilà, numérateur et dénominateur si on veut pouvoir réintégrer. Donc, voilà, et puis vous savez lire.
Donc alors il y a un biais de représentation, hein, une échelle qui est vraiment à la loupe. Maintenant 4 points, c'est pas rien non plus. Hein. Donc il y a eu l'effort que vous signalez tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas licencier, de ne pas réduire de réduire la voilure le moins possible dans les périodes difficiles de 2008-2012. Ça se résorbe. Alors, le nerf de la guerre, donc le niveau d'autofinancement, donc là c'est l'autofinancement, hein, pas la capacité d'autofinancement. Hein. Donc c'est les résultats qui restent dans l'entreprise après déduction des dividendes. Et par rapport à des moyennes métropolitaines, le poids des dividendes à la Martinique est plus faible. Et toutes branches confondues. Hein. Il n'y a pas de, franchement. Vous avez, il y a le détail dans les documents que je vous ai remis. Oui, moi c'est comme ça que je le lis. Oui. Mais oui, de toute façon, il faut. C'est la moitié les 3/4 de ce chiffre est mécanique parce que c'est des dotations aux amortissements. Vous avez votre valeur ajoutée. Enfin, allez, on part à zéro. Vous achetez vos matières premières, vous payez vos fournisseurs, votre électricité, vous avez votre valeur ajoutée, vous payez votre personnel, vous faites des efforts quand ça va mal pour les garder parce qu'ils ont des compétences, parce que c'est des gens bien et qu'on ne veut pas les mettre à la porte. Je caricature, excuse-moi, Victor. Et donc après toutes ces charges-là, il vous reste vos amortissements comme gros poste. Et du coup, vous les retrouvez dans ce genre de ratio. Plus vous avez d'équipements encore non encore amortis, plus mécaniquement vous allez avoir une capacité d'autofinancement élevée. Vous pouvez avoir une capacité d'autofinancement élevée avec des pertes. Hélas. Voilà. Ça te va, Victor? Mais ça, tout de même, d'avoir un taux comme ça, puis qui encore une fois remonte, c'est plus encourageant pour l'avenir. Ça montre qu'il y a de la capacité à. Oui. Et comme si la confiance pouvait se décréter. Hein. Je disais tout à l'heure, hein, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc on va souhaiter. Toujours est-il, là, il y a de la formation de moyens pour investir. On change de sujet, on reviendra aux structures financières, plus loin. Donc là, c'est vos besoins en fonds de roulement d'exploitation. Donc, pour moi, ils sont élevés. Avec des... Donc, de la même façon, quand on compare ces deux courbes, il y a une tension et une gestion, alors que les crédits clients sont franchement élevés et que là, ils sont immuables. On peut aller voir si vous voulez. Alors avec le pointeur, je ne sais pas si ça va marcher. Ouais. Puis je me souviens plus de tous les chiffres. Alors dans ce support-là, il n'y a peut-être pas les délais clients pour le BTP, mais on pourra, au besoin là en séance, je pourrais vous le donner. Donc là c'est le détail des composantes. Donc tous ensemble, et puis après il y a un détail mais uniquement sur les BFR. Alors, donc les clients, on l'a vu tout à l'heure, élevés. Donc les fournisseurs, plutôt à la baisse, et les stocks aussi. Voilà. Alors les bases ne sont pas les mêmes, hein, attention. Donc, ça, je ne vous apprends rien, mais parfois on a des gens qui veulent faire des additions. Si on avait la moyenne composée des crédits clients avec les 4 secteurs, la service, BTP, oui. Machin, industrie, on verrait
peut-être les parts réelles de chacun, et ça serait certainement... La page d'après, j'ai le détail pour les BFRE, et pendant que vous regardez, je vais vous donner les chiffres clients. Alors, personne n'est debout sauf moi, c'est bon. Donc les délais clients dans le bâtiment, c'était 149 jours en 2010 et c'est 144 jours en 2014. Et il faut tenir le choc, hein, bravo. Ah, bravo. Bah, ça va quand même mieux, hein. Mais je me souviens l'année dernière, j'avais fait un graphique sur les trésoreries. Il y avait l'endettement court terme et long terme dans le bâtiment, mais c'était des courbes. Des courbes pour apprendre aux étudiants la difficulté de gérer une boîte et puis le danger, les risques, le symbole de fragilité quand il y a plus d'endettement moyen long terme, il y a que du court terme et que vous avez en parallèle une trésorerie qui chute. Dans les autres branches, c'est dans les autres branches, de toute façon, c'est relativement stable dans toutes les branches et plutôt à la baisse. Voilà. Mais oui. Et bien sûr, on est d'accord. Pour ça, d'ailleurs, sur certains graphiques, pas sur ceux-là, on a mis des médianes. Et dans le bâtiment, si en moyenne on est à 144 jours, c'est que il y en a quelques-uns qui se prennent plus d'un an de... Alors, attendez, on va remonter avec la souris. Je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Ouais, alors bon. Donc, nos trésoreries, après, si vous voulez, on pourra regarder en détail, mais il y a des écarts aussi très, très impressionnants. De mémoire, surtout les services où c'est impressionnant. De confort. Après, c'est des moyennes. Toujours pareil, Victor ou moi, en tant que banquier, ce qui nous intéresse, d'abord, 55 jours de trésorerie, c'est en masse, c'est tout à fait confortable, toutes branches confondues. Après, il y a des écarts. Quand on sait que les services qui pèsent très lourd dans l'échantillon, vous vous souvenez, au tout début, c'était la moitié de l'emploi salarié. Et que, je ne vais pas vous donner le chiffre, mais c'est au-delà de 100, ça veut dire que les autres, c'est beaucoup moins confortable. Hein. Le bâtiment, c'est peut-être, je me souviens plus, une douzaine de jours. Allez, on va les regarder. Voilà. Le bâtiment, ne faites pas dire que la crise est finie. Ça va mieux. Mais ça a été chaud. Oui, alors ça, on le voit sur certaines... mes collègues ont fait il n'y a pas longtemps une étude sur la filière bois dans le Limousin. Et la filière bois dans le Limousin, maintenant, elle va très bien. Mais il y a 5 ans, il y a 3 ans, elle allait très mal. Mais toutes les entreprises qui allaient très mal sont vraiment mortes. Et là, en l'occurrence, le conseil régional est effectivement inquiet parce que c'est de la perte de substance. C'est des scieries qui ne se reconstruiront pas. Voilà. Et là, je ne connais pas suffisamment l'économie martiniquaise, mais je trouve que c'est beaucoup. Donc Pardon ? Oui. Et encore là, oui, tout à fait, c'est ça. Parce que dans les BFRE, on les a pas, les acomptes, et parfois on a des écarts aussi qui s'expliquent comme ça. Oui. Ah oui, qu'est-ce qu'il y aurait comme activité de service avec beaucoup d'acomptes ? Ouais, bon. Mais j'en ai connu dans l'industrie, c'était impressionnant.
Et alors, je vous laisse faire. Dans l'industrie aéronautique, les petits sous-traitants sont, enfin, les ensembliers sont étranglés par les Airbus et compagnie. Par contre, ceux qui sont des sous-traitants qui font de la techno, qui ont des taux de valeur ajoutée hallucinants par rapport à Airbus, eh bien, eux, ils arrivent à obtenir des acomptes. Et alors, eux, ils ont des trésoreries. Ça fait plaisir. Oui, bah, c'est pas grave, on va remonter page à page. Oh, bravo, super. Alors, on défile. Alors, maintenant, on attaque vraiment le bilan. Alors, le graphique important, il est là, hein, le détail est à côté. Donc, il y a une vraie tendance au renforcement des fonds propres. Et ce qui est intéressant, ici, on a amené la médiane. C'est à peu près partagé. C'est-à-dire que il y a au moins la moitié des entreprises qui ont plus de 36,9, enfin 37%, peu importe, de fonds propres sur leur total de bilan. C'est quand même, dans les ratios d'analyse financière, ce sont de bonnes valeurs. C'est tout à fait sécurisant pour un chef d'entreprise, c'est aussi sécurisant pour son banquier. Donc ça aide. Maintenant, donc ça c'est l'ensemble. Il y a des disparités sectorielles. Donc, comme toujours partout en France, hein, l'industrie est très bien dotée en fonds propres. Les services ici un peu moins. Et puis donc le bâtiment qui a connu des périodes très difficiles remonte un peu. Mais c'est pas 18% ou 20%, pardon. C'est évident que c'est super, enfin c'est fragile. Et puis le commerce est à peine mieux loti. Le besoin n'est pas tout à fait le même, hein, en fonds propres pour le commerce. Mais en service, oui. Oui. Là, on n'a pas de différence avec l'INSEE pour le classement. Parfois à la marge, hein, quelquefois, on ne classe pas les choses au même endroit. Hein. Ça peut parfois donner des différences. Ah ouais. Ah ouais. Et la promotion immobilière, il y en a et dans le bâtiment et dans les services. Oui. On l'apprend plus, et la partie promotion immobilière, on l'a pas. Oui, tiens, j'ai pas dû le dire. On le prend plus justement parce que c'est à analyser, c'est toujours trop. Ah bah désolé, monsieur. Ouais. Ah bah alors. Mais du coup, nous, quand on prend pas sur les 5 années. Hein. Ouais. Bien. Donc, nos fonds propres, on a vu qu'ils se renforçaient. Donc, ici, la progression est en masse. Alors, j'aurais pas dû faire ce graphique, mais bon. Parce que là, c'est en masse, échantillon glissant, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais parce qu'il y a quand même plus d'entreprises aussi. Mais il y a un vrai renforcement des fonds propres, et en comparatif, la progression de l'endettement financier est faible. Elle progresse. Ce qui était important, je voulais absolument travailler en masse là, parce qu'il y a un désendettement, mais le désendettement, il est relatif. C'est-à-dire, il y a une moindre progression d'endettement que la progression des fonds propres. C'est ça qu'il fallait montrer. Mais il y a une progression d'endettement. Maintenant, elle est très mesurée. Et, ben voilà, hein, taux d'endettement financier sur fonds propres net. Et là, pour le coup, avec la médiane, on voit bien, hein, là, on a de l'écart. Hein. Pour le coup, autant en fonds propres sur total de bilan, il n'y avait pas un gros écart. Ici, il est vraiment important. Et 82% d'endettement financier sur fonds propres nets, c'est pas encore ce qu'il y a de plus confortable. Bah, du coup, c'est les plus gros qui tirent vers le bas. Oui. Bah, du coup, c'est les plus petits. Du coup, ça veut dire que certains, bien sûr, bah oui, regardez.
Ah, il faudrait exclure les sociétés Il a d'HLM. été dit qu'il faudrait exclure les sociétés d'HLM parce qu'elles ont des ratios Oui. tellement atypiques Oui. Alors, et elles pèsent quand même un petit Oui. peu en Martinique. Hein, elles ont Oui, des tout à chiffres fait. d'affaires de... Ça fait 200 millions, pas loin de 200 millions de oui, chiffre ça, d'affaires. ça alors. pèse beaucoup. L'année dernière, on avait regardé, on avait exclu les sociétés HLM sur les investissements et sur, enfin, on avait fait les deux, hein, on avait fait les avec et sans. Sur les fonds propres, je me souviens pas. Et du coup, cette année, on n'a pas. Vous allez voir tout à l'heure, on va exclure quelques entreprises dans le bâtiment pour certains ratios, mais ici, on n'a pas pensé aux sociétés d'HLM. S'il faut, on pourra vous calculer un ratio pour voir. Sauf erreur, en gros, les fonds propres d'une société d'HLM, c'est près de 2 ans de chiffre d'affaires. Ouais, j'ai pas de repère, mais c'est sympathique. C'est sympathique. Et vu leur trésorerie tout à l'heure, parce que bon, alors je pense qu'il y a des besoins de construction de logements sociaux ou de logements tout court. Mais ok, nous n'y manquons pas. Alors voilà, le bâtiment. Donc là, on a redressé l'échantillon par rigueur statistique sur le. Donc du coup, on va commencer par notre bâtiment qui a un taux d'endettement qui, de toute façon, en endettement financier sur fonds propres, qui de toute façon à 91%, 98%, jusqu'à 108% est jugé élevé. Et là, donc avec les mêmes entreprises, enfin les mêmes, pas tout à fait les mêmes sur toute la période, mais on a sorti une entreprise pour laquelle on n'avait pas les comptes tous les ans et qui avait un comportement un peu aléatoire. Enfin, non, on va pas dire ça. Voilà. En tout cas, important, qui faisait quand même bouger les chiffres. Toujours est-il, il y a une réelle amélioration qu'on voit ici, ce qu'on avait vu quand on a vu déjà l'augmentation des fonds propres tout à l'heure. Et on le voit dans l'autre sens, plus fortement, ce qui veut dire qu'il y a bien aussi une baisse de l'endettement. Les autres branches vont toutes aussi au désendettement, et c'est maintenant du coup la branche commerce qui a le taux d'endettement le plus élevé, sachant que les services du coup ont fortement réduit leur endettement. Peut-être nos mêmes HLM qu'on ralentit leur programme. Alors dans l'endettement, il y a endettement financier. Donc dans l'endettement financier, il y a l'endettement auprès des banques et puis l'endettement auprès d'autres apporteurs de capitaux. Pas les fournisseurs, mais donc dans l'endettement financier, c'est banques et obligations, comptes courants d'associés essentiellement. Ce qu'on voit partout en France, c'est toujours le même mouvement depuis des années. C'est de plus en plus d'accès à d'autres formes d'endettement que bancaire. Donc, chez vous, c'est pareil. Attendez. Oui, voilà. Donc là, c'est bien la part de l'endettement non bancaire dans l'endettement financier. On est passé de 34 à 50% pour la médiane, donc la moitié des entreprises. Et puis, en masse, quand même, la progression est très faible. Ce qui veut bien dire que ce sont les plus grosses entreprises qui sortent, qui ont de moins en moins besoin des banques. Mais Dieu merci, les banques sont toujours là pour les plus petites. Pardon ? Oui. Alors en même temps, vous prenez moins de risques sur 10 bilans, enfin 10 prêts de 100 000 euros que sur un seul de 1 million. Mais il faut le gérer, le risque. C'est plus de travail administratif et puis ça peut se casser la gueule aussi. Bien. Donc, on avait un désendettement financier, on a quand même aussi un désendettement, on le retrouve malgré tout dans le non bancaire, avec des taux qui rebaissent sur la fin de la période. Et les entreprises du commerce, comme on avait vu qu'elles commençaient à connaître un peu plus de difficultés à avoir une structure financière un peu plus fragile, on voit que c'est elles qui vont le plus maintenant chercher de l'endettement non bancaire. Et le bâtiment, lui, qui était finalement un peu sorti des banques, 71% de son endettement financier, hors banque, il y revient. C'est clair ?
Oui. Puis dès que vous avez un bilan un peu plus sain, ben c'est un peu plus facile d'aller voir son banquier. Un peu plus de résultats, un bilan un peu plus sain, ben, vous reprenez un peu d'air. Alors enfin, la répartition, point de vue de banquier, enfin la répartition des crédits bancaires entre donc les crédits à moyen et long terme en vert, le crédit bail, location avec option d'achat et le court terme. Donc c'est vraiment, ça c'est un beau graphique. Ça c'est vraiment bien. Voilà pour l'essentiel. Alors, en courte synthèse, je retiens le dynamisme du tissu économique. On a vu quand même des créations d'entreprises. C'est un atout, c'est des moyens, c'est l'engagement d'individus dans l'économie. Après, en termes de croissance de chiffre d'affaires, ça ne se retrouve pas avec le même entrain. Donc la progression des chiffres d'affaires n'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait tous. En revanche, on l'a vu, on a insisté assez longuement dessus. Tous les éléments de rentabilité, que ça aille de la valeur ajoutée, EBE, résultat net, enfin résultat courant avant impôt, progressent. Donc et puis on a vu dans la structure des coûts, hein, le coût du travail qui progresse, mais qui progresse moins vite que sa productivité apparente. Donc il y a la reconstruction de fondamentaux positifs pour l'économie martiniquaise. Et puis on va au bout, on passe du coup tout de suite, c'est peut-être ce que certains vous reprocheront, c'est-à-dire que cette amélioration des éléments de la rentabilité des entreprises, elle a surtout été mise à profit pour renforcer les structures financières, donc la solidité, la crédibilité, et donc c'est accompagné d'un effort d'investissement. Mais peut-être que le choix était plus fait renforcement des structures financières qu'amplification d'un